Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop, l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 87. Un week-end à Rome. Après quelques années de répit, à profiter un peu de la chaleur au coin du feu de leur foyer, dans leur royaume consolidé, les rois francs, possiblement accros aux sensations fortes, décident de retourner voir de l'autre côté des Alpes si la situation a changé. En 553, c'est l'heure de ressortir les francisques et de se rappeler aux bons souvenirs des Byzantins. Empêtrés depuis presque 20 ans dans leur guerre en Italie, où les mauvais choix stratégiques, le manque d'hommes et la peste bubonique les ont empêchés de voir le bout de ce conflit interminable. Sauf que cette fois, les Ostrogoths ne sont plus les Golgoths qu'ils ont été. Et ces derniers semblent vraiment au bout du rouleau de papyrus. Les Byzantins les ont écrasés 2 fois d'affilée dans les batailles gigantesques en 552 et ont tué en prime leurs 2 derniers rois. C'est dire que l'arrivée de l'armée franco-alémanique, officiellement non autorisée par Théodebald l'Infirme, est leur toute dernière chance de s'en sortir. Quelle décision exacte a pris Théodebald l'Infirme dans son palais à Trèves? Interdire officiellement ou encourager seulement les 2 chefs alamans à attaquer l'Italie? Voire les 2. Impossible de le savoir, franchement. Car l'armée de secours qui traverse les Alpes ce printemps peut être la preuve ultime de la faiblesse terrible de ce roi, déjà largement diminué physiquement et incapable de contrôler ses aristocrates. Ou bien, c'est la marque d'un sacré double jeu, d'un homme parfaitement antipathique avec un esprit méchant, comme le disent les chroniqueurs, et qui reprendrait les vilaines embrouilles de son papa en encourageant ses hommes à profiter de l'épuisement des 2 armées pour que le regnum tire les marrons du feu si l'opération devait réussir. Quoi qu'il en soit, début 553, autorisé par Trêves ou non, c'est une armée formidable de Francs et d'Alamans qui traverse les Alpes et qui part à la conquête de l'Italie. La chronique parle de 75 000 hommes, un chiffre proprement extraordinaire pour l'époque et un peu trop raccord avec les représentations habituelles des Byzantins sur les hordes infinies de Germains que les Romains doivent anéantir depuis des siècles. Enfin, soi-disant. Mais les Francs ont quand même dû mettre sur pied une belle armée cette année-là, après 10 ans sans guerre majeure rapportée dans le regnum. D'ailleurs, si Francs et Alamans restent la désignation habituelle de cette force, l'armée du Nord est probablement un bon mélange ethnique de Germains, combinant la force des 2 peuples avec des mercenaires saxons, thuringiens ou frisons. On y trouve des chrétiens, c'est sûr, ce qui se comprend aisément avec les Francs maintenant évangélisés du royaume de Théodebald. Mais aussi des païens, comme les Alamans, dirigés par les 2 ducs, ou les contingents mercenaires venus des autres coins de la Germanie, largement encore ancrés dans leurs coutumes ancestrales. Une armée composite donc, qu'on appellera franque pour faire simple, et qui déboule dans le nord de l'Italie par les cols alpins, et se répand dans la plaine du Pô en quelques semaines, pour tout rafler. Alors, est-ce que nos hommes viennent véritablement écraser l'armée de Justinien pour libérer les Ostrogoths de leurs envahisseurs? Difficile à dire. Quoi qu'en disent les chroniqueurs, on a du mal à distinguer un véritable projet politique derrière tout ça, franchement. Non, en 553, pour Butilin et Leutaris, les 2 ducs alamans, l'objectif le plus évident, c'est bien sûr de se remplir les poches en écrasant l'ennemi au sud et de voir quelles opportunités s'ouvriraient avec leurs alliés du jour, qui s'appellent maintenant les Ostrogoths. Et en face de cette force combattante renouvelée, on imagine bien l'air dépité des quelques milliers de Byzantins qui sont en face.
Eux qui voyaient la guerre se finir rapidos, avec la débandade des Goths, et qui essaient de reprendre des places fortes de Toscane une par une, maintenant qu'ils contrôlent le sud du pays et la côte est avec Ravenne. Tout est remis en question avec ces 75 000 fous furieux qui rapportent avec eux une énorme quantité d'entropie. D'autant que côté byzantin, il semble bien que les 20 dernières années de guerre aient produit leur petit effet, et qu'il soit difficile de trouver assez d'hommes pour simultanément achever les Goths et contrer la menace franque. On estime généralement l'armée byzantine rassemblant au total quelques dizaines de milliers d'hommes maximum, 30 000 peut-être, qu'ils soient à la fois des légionnaires professionnels dirigés par les généraux de Justinien ou, pour ne pas changer des vieilles habitudes, des mercenaires à leur service. Notamment des Huns et surtout des Hérules, un peuple germanique relativement modeste, apparenté aux Goths et aux Vandales, provenant de la moyenne vallée du Danube. Mais avec des troupes si réduites, le général byzantin appelé Narsès est obligé de faire des choix. Impossible de tout gérer en même temps. Et comme c'est un homme réaliste, il décide de ne pas céder à la provocation et de rester focalisé sur ses véritables objectifs, à savoir la reconquête systématique des villes ostrogothiques du sud. Et donc, imperturbable face à cette irruption au nord début 553, il décide dans un premier temps de continuer en priorité ses opérations de siège en Toscane, en ne laissant qu'une petite partie des troupes en Italie du Nord pour garder les Francs sous observation et les harceler si possible. Une décision qui va laisser un boulevard pour nos deux Alamans, prenant la confiance en interprétant cette stratégie comme de la faiblesse de la part de leur adversaire. Nos Germains unis se lancent donc à fond vers le cœur de l'Italie du Nord, persuadés que le manque d'opposition des impériaux signifie qu'ils sont en train de lâcher prise. Et dès la fin du printemps, Butilin, le premier frère, arrive aux abords de la ville de Parme, au nord des Apennins, point névralgique sur la longue ligne droite qui relie encore de nos jours Milan à Rimini, et qui reste un des axes routiers les plus fréquentés de l'Italie moderne pour passer d'est en ouest en évitant la chaîne montagneuse centrale. Sauf qu'apparemment, Butilin n'est pas le seul à avoir mal compris la stratégie du général de Justinien. Regarder les Francs s'emparer du nord du pays, sans même tenter de se battre, paraît tout à fait intolérable pour le chef des Hérules, laissé en observation par Narsès. Un homme décrit par Agathias comme, et je le cite, hardi et intrépide dans le danger, mais incapable de commander. Ce qui pour un général n'est pas un jugement très positif. Et le barbare décide donc, contre les ordres de son général en chef, d'attaquer les Francs avec ses troupes sans attendre et sans trop réfléchir en fonçant sur Parme. Sauf que Butilin, le chef alamand, a assez d'espions pour être informé de ses intentions. Un petit coup d'avance qui lui permet de préparer ses deux atouts. Premièrement, une infanterie parfaite pour un combat au corps à corps, et deuxièmement, l'effet de surprise. Le chef alamand truffe de troupes de choc l'amphithéâtre de Parme, qui comme souvent à l'époque se situe en bordure de la ville. Un peu à la manière de Magnan, si vous vous rappelez, avant Mursa, en 351. Des hommes bien cachés et surtout armés jusqu'aux dents. Mais cette fois, personne pour les trahir apparemment. Butilin va laisser l'armée Hérule longer le long de l'édifice antique et s'approcher des murailles de la cité sans se faire repérer. Et une fois les troupes ennemies engagées dans l'attaque de la forteresse de Parme, la troupe embusquée sort de son repère, leur tombe sur le dos et les taille en pièces. Une déroute complète pour les mercenaires byzantins, aggravée par la mort glorieuse mais inutile de leur chef, qui, refusant la honte d'abandonner le champ de bataille, préfère encore mourir les armes à la main. Beau comme de l'antique, d'accord, mais le signal que l'armée de surveillance de Narsès au nord de l'Italie vient de se désintégrer devant Parme, ce qui est quand même une sacrée claque pour le camp impérial et pas que pour l'échec militaire. Car dans la guerre psychologique menée par Byzance, tentant de convaincre les Ostrogoths que leur lutte est sans espoir et que la reddition est la meilleure option, la défaite des Hérules va sonner comme une véritable catastrophe. Une nouvelle fois selon Agathias, les Goths, encore indécis, se retournent d'un coup contre les Byzantins et ouvrent littéralement les portes de toute leur ville, acceptant avec enthousiasme désormais d'aider les hommes du Nord à chasser les troupes de l'Empire. Ce qui est forcément une description exagérée, mais quand même. Le triomphe surprise des Francs
début 553, est un coup majeur qui met Narsès sous pression. Pour tous les Italiens, ostrogoths ou non, il est maintenant temps de se demander quel est le bon cheval sur lequel parier dans cette guerre qui n'en finit pas. Cependant, ne perdons pas de vue que l'objectif des Byzantins est probablement très différent de celui des Francs, dont l'objectif très simple consiste à ramener un maximum de souvenirs de leurs vacances en Italie. C'est-à-dire piller le maximum de butin de la riche Italie et fracasser le crâne de tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Constantinople, de son côté, veut probablement détruire la puissance militaire des Ostrogoths, d'accord, mais pas que pour le plaisir. Non, c'est reprendre le contrôle politique de l'Italie qui les intéresse. Et ça, c'est un projet un peu plus compliqué, qui ne peut pas se faire juste avec une armée d'occupation. Ça passe forcément par le ralliement ou la soumission des nobles et des puissants du pays, à même de gérer le royaume pour leur compte. C'est la réunification de l'Empire, la vision. Perdre des mercenaires, c'est embêtant, c'est sûr. Mais c'est un micro-problème par rapport à la perte de crédibilité de la bataille perdue. Et ce coup à l'image de sa puissance. Pas sûr que Constantinople puisse se le permettre. 553 est une année pourrie pour Byzance. Agathias glisse dessus dans son texte, en tentant de masquer la situation avec 1 ou 2 coups d'éclat, mais la réalité fait mal. Que ce soit dans leur recrutement de Goths ou dans leur progression militaire, les Francs ont pris l'ascendant tout à coup. Ce qui force le général Narsès à revoir ses plans à l'automne, en réalignant ses forces avec la situation créée par la défaite de Parme. Fini la continuation des offensives contre les places fortes. Il faut maintenant jouer la prudence. Notre homme va profiter de l'hiver pour consolider ses positions, notamment côtières, que ce soit Ravenne ou Rimini, facilement défendables et ravitaillables. Et pour le reste, il décide de jouer la montre. En gros, pas de tentative mal avisée, pas de gros coups de dés. On va laisser les Francs tranquillement vivre sur le pays et on sécurise le reste des places fortes et des régions qu'on tient. Un choix stratégique intelligent, bien que difficile politiquement et psychologiquement, consistant à faire le dos rot et à attendre une meilleure opportunité pour contre-attaquer. Ce qui, inévitablement, force tout à coup Butilin et Letaris à revoir leur but de guerre eux aussi. Vu qu'il n'y a ni traité de paix en vue, ni paiement de tribut, ni confrontation ultime à attendre avec les Byzantins, bien retranchés pour le moment et pas pressés de les retrouver sur un champ de bataille. Alors, rentrer en Alémanie serait tout à fait une option, maintenant qu'ils se sont bien enrichis et qu'ils ont dû sécuriser des bases arrières puissantes, en Vénétie notamment. Mais comment rebrousser chemin alors que tout se déroule si facilement et qu'il n'y a pas le moindre adversaire en vue capable de les arrêter? Les deux frères décident donc tout simplement de poursuivre leur descente vers le sud. Si les Byzantins refusent de les combattre, autant foncer vers la région de l'Italie la plus épargnée jusque-là par la guerre et qui constitue la meilleure proie possible. Et pour optimiser le ravitaillement comme les perspectives de gain, c'est avec 2 colonnes séparées que les Francs vont donc se lancer en direction de l'extrémité de la péninsule à la fin de l'hiver 553. Letaris fonce vers les Pouilles, le talon de l'Italie, tandis que Butilin, lui, se dirige vers la Calabre, la pointe. Et pour la 2e année d'affilée, les Francs, les Alamans et leurs alliés goths se mettent à ravager l'Italie, incapables de se défendre. Hommes, richesses, bétail, trésors, tout y passe. Même les églises et les monastères ne sont pas épargnés, vu que les Alamans et autres mercenaires germaniques païens n'ont aucun problème à les passer au peigne fin. Tout cède devant l'armée de Butilin et de Letaris. Tout, à l'exception des villes et des places fortes, tenues par les Byzantins bien sûr, qui, elles, laissent donc passer les barbares et attendent leur heure. Une belle saison de saccage donc, qui finit quand même par reposer le même problème pour nos amis. Que faire quand on a tout dévasté, sans véritable projet politique et sans autre région à aller rançonner une fois arrivé à l'extrémité de l'Italie du Sud? Tout parallèle avec une situation actuelle au Moyen-Orient ne serait bien sûr que complètement fortuite. Et cette éternelle question que se pose chaque pillard n'a en fait que 2 réponses possibles. Soit se décider à rentrer au bout d'un moment pour profiter de ses trésors avec ceux qu'on a laissés à la maison, Soit basculer dans le projet politique. Et c'est là que nos 2 frères
vont faire deux choix très différents. Oui, pour Lotharis, l'heure de la retraite a sonné. La saison brûlante de l'été 554 approchant, notre homme a rempli ses objectifs et il est temps de tirer sa révérence. Le chef décide donc avec ses officiers de repartir vers le nord, en longeant la côte adriatique. Avec ses quelques milliers d'hommes, le dux Alamand repart donc vers les Alpes autour de mai-juin 554, choisissant avec ses hommes de rentrer chez eux pour profiter de toutes leurs richesses mal acquises. Mais c'est là que l'affaire va se compliquer, car une armée fatiguée et alourdie par des chariots de butin, remontant sur une route parfaitement connue de tous, passant par des régions qu'elle a elle-même dévastées et qui l'obligent à se disperser pour récolter des vivres, représente une cible facile pour les forces byzantines du coin. Trop facile même, avec des ennemis bien décidés à ne pas laisser passer une occasion pareille. Si les Byzantins n'ont pas assez d'hommes pour déclencher une véritable bataille rangée face à cette masse encore considérable, ils peuvent multiplier les coups de main pour affaiblir leurs ennemis. Les Romains vont donc, sans doute avec assez peu de bravoure, mais beaucoup d'efficacité, harceler les Francs sur le chemin du retour, les forçant à abandonner une partie du butin et des prisonniers pour continuer tant bien que mal leur progression. À en croire Agathias, leur retraite devient de plus en plus misérable, avec des pertes abyssales le long de la route qui se transforment en chemin de croix pour Lotharis. Est-ce que le chroniqueur exagère ? Peut-être, mais ça ne change rien à la conclusion. Car les survivants de cette déroute malheureuse de retour dans leur base de Vénétie vont faire face à un deuxième malheur que le harcèlement des Byzantins. Une nouvelle épidémie se déclenche lorsqu'ils arrivent à destination. Ce qui n'est pas tout à fait surprenant non plus, avec un climat chaud et humide comme la vallée du Pô l'été, une concentration importante d'hommes armés et des conditions de ravitaillement et d'hygiène aussi sommaires que celles de 540 avec le brillant Théodebert. Et car c'est probablement la mégachiasse, ou autrement appelée dysenterie, qui fait son retour chez les Francs, et qui déclenche une véritable hécatombe parmi les troupes épuisées remontant du sud, à commencer par Lotharis lui-même, qui meurt sur son trône à la fin de l'été 554 et qui ne reverra donc jamais le pays alamand comme la plupart de ses hommes. Oui, visiblement à l'époque, ils avaient du mal à imprimer que les marécages et les armées, ça ne fait pas toujours bon ménage. La retraite finit donc très mal pour la moitié de l'armée des Francs, entrée en Italie 18 mois plus tôt. Et une déroute qui laisse maintenant Butilin seul, au sud de l'Italie, face au reste des forces byzantines, ignorant que son frère a trépassé et que nulle autre armée franque ne peut venir les aider. Le deuxième chef alamand passe donc l'été à piller le sud de l'Italie tranquillement, de son côté avec son armée, qui malgré les maladies et l'attrition, reste toujours forte d'environ 30 000 hommes. Et Butilin, fin de l'été 554, après une saison pleine de pillages et sans véritable opposition contre lui en Calabre, décide donc à son tour de repartir vers le nord, en direction de Rome, quelques mois après son frère. Alors, est-ce que le deuxième chef alamand veut crânement tenter sa chance pour s'emparer du pays en saisissant la ville éternelle, tout en écrasant les Byzantins, comme le sous-entend le chroniqueur Agathias? Ou est-ce qu'il n'a pas d'autre choix que celui qu'a pris son frère quelques mois plus tôt et qu'il doit rentrer maintenant vers le nord pour trouver de quoi nourrir son armée après avoir tout dévasté vers le sud? Allez savoir. Mais dans tous les cas, cette fois, fini de jouer la montre du côté de l'Empire. Le Byzantin Narsès dispose maintenant des troupes et de l'opportunité pour régler le problème franco-alamand qui lui a pourri ces 2 dernières années dans sa reconquista italienne. Et ainsi, on apprend que le chef alamand Butilin va tomber sur l'armée byzantine massée pour lui bloquer le passage en octobre 554, au nord de Naples. Et c'est sur les bords d'un fleuve nommé Volturno, tout près de la ville antique de Capoue, que va enfin s'engager la bataille décisive entre Francs et Byzantins pour le contrôle de l'Italie. Alors, si on écoute Agathias, Lotharis et toute sa première armée de franco-allemands ont bien été punis par Dieu. Je le cite à propos de la mort de Lotharis. L'écume lui sortait de la bouche, ses yeux étaient troublés et affreux. Il se déchirait les bras avec les dents, il s'arrachait les muscles et il se suçait le sang comme une bête sauvage. Rien que ça. Ça, c'est plus une maladie contagieuse, c'est Walking Dead. Alors oui, c'est bien possible que Lotharis ait fort mal fini, ok. Mais c'est aussi une belle manière pour le chroniqueur
de justifier le choix pas très glorieux qu'ont fait les Byzantins. C'est-à-dire sacrifier une partie de l'Italie pour se donner une chance de frapper au moins une des deux armées franques. Pas ultra brave, mais bougrement opportuniste et efficace. Qui a dit qu'il fallait toujours gagner avec la manière? Alors même en regroupant toutes leurs forces après un an d'attentisme, même en laissant fuir Bleutaris, le général byzantin n'a pu réunir que 18 000 hommes pour son grand coup de poker contre les 30 000 francs restants qui remontent de Calabre vers Rome. Ce qui en dit long d'ailleurs sur la situation réelle de l'armée de Constantinople et sur cette stratégie attentiste. Une force limitée, avec quelques milliers d'hommes, essayant de reprendre le contrôle d'un pays totalement dévasté par 20 ans de guerre, alors que l'Empire est au maximum de ses possibilités avec les différents fronts militaires à gérer, sans parler de son épidémie de peste. Alors ceci dit, les Byzantins ne sont pas une force en ruine pour autant. D'abord parce que les légionnaires restent des combattants de première classe, superbement équipés et entraînés, avec des siècles de tradition militaire derrière eux, inégalables du point de vue de la discipline et de la cohésion, surtout après 2 décennies de batailles ininterrompues contre les Ostrogoths en Italie. L'infanterie reste le socle des armées romaines en bataille rangée, capable de fixer l'ennemi et de tenir le choc contre les attaques de cavalerie, les pluies de projectiles ou les charges désordonnées. Ensuite, l'autre grande force des armées byzantines, c'est la cavalerie évidemment, à la fois avec les troupes montées dont elle dispose, en dignes successeurs des cataphractaires des siècles précédents, mais aussi des cavaliers redoutables en maniement de l'arc, avec leur contingent entier de mercenaires comme les Huns ou les Hérules, spécialisés dans ce genre de technique. Les 2 dernières batailles où les rois ostrogoths et leurs armées ont été anéantis ont directement été le fait de troupes de cavalerie byzantines, assez mobiles et bien organisées pour foudroyer les attaques désordonnées des Goths avec une pluie de projectiles, avant de les culbuter et de les détruire avec leurs troupes d'infanterie de choc. Les Francs, d'un autre côté, ont l'une des meilleures infanteries d'Europe, capable de résister à tout type d'assaut et très douée pour charger en formation en coin. Le fameux cône d'infanterie qui vient transpercer et désorganiser une ligne ennemie au corps à corps. Une technique certes basique et plus brutale que rusée, mais qui a marché un paquet de fois grâce à leur cohésion et leur efficacité à l'arme blanche. Que ce soit avec la francisque, l'épée, l'angon ou le scramasax. Donc sur le papier, 2 armées très différentes en taille et en tactique. Les 2 camps savent avant la bataille que rien n'est gagné en réalité. Butilin, avec son avantage numérique, a choisi de remonter au nord, soit pour s'emparer du pouvoir si on en croit la chronique, soit pour simplement se tirer de ce guêpier. Et il décide apparemment de ne pas se précipiter une fois arrivé au contact des Byzantins au nord de Capoue. Il fait retrancher son armée en s'adossant à la rivière pour être protégé sur ses arrières et son flanc dans un camp fortifié qu'il construit avec des chariots assemblés en palissade, afin de profiter à plein d'une position défensive difficilement prenable. Une configuration qui, évidemment, donne toute sa chance à son infanterie, d'autant que les Francs tiennent l'unique pont sur le Volturno, qui leur permet d'aller se ravitailler facilement au sud, en Campanie, c'est-à-dire du côté de Naples. Le plus logique dans cette installation, c'est que Butilin a fait le pari que le temps joue pour lui en fait maintenant. Si les Byzantins refusent d'attaquer, il le laisse bafouer la crédibilité politique de Byzance, soi-disant décidé à rétablir l'autorité de l'empereur sur la région, mais incapable d'arrêter un pillard comme lui. Et l'alternative, c'est que les impériaux choisissent finalement de se jeter sur les Francs, quitte à déclencher l'attaque dans les pires conditions en s'en prenant à un camp retranché. Dans les 2 cas, il est gagnant. Et alors que la saison d'hiver approche, ce qui va tout compliquer avec la pluie et la boue, Butilin se dit qu'il a tout à gagner à ne surtout rien faire, tant qu'il est capable de trouver assez de vivres pour passer l'hiver en Campanie. Les Romains, qui sont pour leur part massés à quelques centaines de mètres au nord de son camp, se retrouvent donc dans une impasse, refusant le passage aux Francs, mais pas devenus suicidaires au point de s'attaquer frontalement à un retranchement rempli des meilleurs fantassins d'Europe, qui sont en plus en supériorité numérique. Jamais il ne fut si gai ni si résolu, dit le chroniqueur Agathias à propos de Butilin. Ce qui est tout sauf surprenant si on y réfléchit. J'imagine notre Alamand, tranquille dans son petit camp, à penser dans sa barbe. Viens donc me défier si tu l'oses.
Sauf que nous le savons, l'excès de confiance, c'est jamais vraiment bon. Car Narsès va faire preuve de bon sens tactique et réussir le coup de maître qui débloque la situation. Le commandant byzantin déclenche fin octobre 554 une attaque surprise sur un convoi de ravitaillement franc qui passe le pont sur le Volturno, grâce à la rapidité de sa cavalerie mobile. Un escadron qui apparemment fond sur les chariots en train d'amener les vivres nécessaires pour l'hiver aux Alamans afin de continuer leur stratégie de la montre. Et avant que le gros de l'armée franque n'ait le temps de sortir du camp fortifié et de contre-attaquer pour défendre le convoi, les cavaliers hérules retournent les chariots gavés de provisions, y mettent le feu et les envoient percuter la tour de défense qui part en torche à son tour. Le temps que les Francs interviennent, il est trop tard. La tour de défense qui protégeait le pont est en cendres et le passage critique du Volturno n'est plus contrôlé, ce qui met le plan du commandant Alaman par terre. Désormais, il se retrouve face à une toute nouvelle alternative. Soit il doit déployer ses troupes hors du camp fortifié pour sécuriser à nouveau son approvisionnement en reprenant le contrôle du pont, mais dans ce cas, il perd son avantage tactique. Soit il se retranche à l'intérieur du camp, mais on peut douter qu'il aura assez de provisions pour tenir indéfiniment avec l'hiver qui approche. Et d'un seul coup efficace et bien placé, tout l'équilibre tactique est rompu. Et c'est Butilin qui, par surprise, se retrouve coincé, bloqué en territoire ennemi, sans renfort à l'horizon et sans ravitaillement possible. Ce qui précipite d'un coup la bataille générale du Volturno. Et même si le chroniqueur Agathias met évidemment tout sur le compte de la fureur des barbares francs incontrôlables, et réagissant avec leurs tripes comme d'habitude, il semble plus probable que la sortie en masse des Francs est une décision logique de Butilin. À partir du moment où sa source de ravitaillement est compromise, il n'a plus vraiment le choix. Il doit percer la ligne byzantine à coups de hache pour se sortir de la nasse. Ou sinon, c'est la mort assurée au bout de quelques mois. Butilin décide donc de saisir sa chance. D'autant que, coup du sort improbable, les Byzantins, déjà en infériorité numérique, font face tout à coup à une révolte surprise de leurs mercenaires hérules. Ceux-là même qui se sont fait écraser à Parme l'année précédente refusent tout à coup de se battre du fait de l'exécution de l'un d'entre eux, qui, allez croire, a été puni injustement par Narsès. Une grève surprise donc dans l'armée byzantine qui tombe au pire moment. D'ailleurs, c'est quand Butilin apprend la nouvelle par 2 déserteurs hérules qu'il comprend que sa percée, c'est maintenant ou jamais. Et c'est donc le jour même de cette annonce que les Francs déclenchent donc leur attaque en masse en comptant sur leur capacité et sur l'absence du contingent barbare qui refuse dans ces conditions de se mêler à la bataille. 30 000 soldats francs s'alignent donc sur le champ de bataille, le dos à la rivière Volturno et se mettent à foncer droit vers la ligne d'infanterie byzantine, plus petite numériquement et carrément trouée avec l'absence surprise des hérules. En ce jour d'octobre, pour les Francs, c'est le tout pour le tout. Nos hommes déclenchent la charge directe de leur infanterie en formation delta, en ignorant la cavalerie byzantine sur les ailes et en faisant le pari qu'elle a assez de puissance pour casser la ligne de défense de Byzance et ouvrir le passage vers le nord. Et une nouvelle fois, si on en croit Agathias, les Germains très décidés attaqueraient même sans la moindre protection corporelle, combattant torse nu et équipés de leurs seuls boucliers et de leurs lances. 3 dizaines de milliers de Francs, d'Alamans et de Germains, de toutes nations, se mettent à courir à travers les centaines de mètres de plaine qui les séparent des Romains, torse nu, pour se jeter sur eux. Une charge directe vers la ligne ennemie pour lâcher leurs lances quelques secondes avant l'impact et déclencher leur technique favorite. Mettre le pied sur les lances fichées dans les boucliers ennemis pour faire baisser la garde des Romains et les frapper dans la foulée à coups de hache ou de scramasax pour les faire céder. La furie franque percute donc l'infanterie byzantine qui plie sous le nombre et la puissance de la charge désespérée des hommes de Butilin. Mais avec un petit détail qui sans doute leur permet de ne pas céder à la panique et de tenir devant cette masse mortelle de métal qui leur tombe dessus. Car évidemment, les Romains visualisent que sur leurs ailes, la cavalerie de Narsès s'est déployée et commence à inonder de flèches les Francs. Une grosse pluie directe sur l'infanterie, incapable de se protéger avec leur engagement frontal contre l'infanterie ennemie. Les hommes de Butilin vont se battre comme des beaux diables, mais le tir de barrage redoutable qui les saigne par les 2 flancs provoque une véritable hémorragie dans leurs rangs. Un déluge défensif qui va vite devenir insoutenable, puisqu'au moment précis
où les Francs tentent de pousser avec leur dernière force pour réaliser la percée qui seule peut les sauver, c'est évidemment à ce moment-là que reviennent les mercenaires hérules. Des mercenaires soi-disant en grève, mais qui se réveillent tout à coup. Nos hommes réalisent que les fruits de la victoire vont leur échapper, ou ont simplement été planqués par Narsès, qui a fait fuiter le bruit de leur soi-disant rébellion pour mieux tromper Butilin. Le contingent hérule revient donc tout à coup à la charge pour soutenir l'infanterie centrale et provoquer l'effondrement de l'armée franque, pressée de tous côtés, incapable de percer le front renforcé et encerclée par la nasse de cavalerie qui les inonde de projectiles. Les survivants francs vont réussir à reculer jusqu'à la rivière, mais simplement pour finir misérablement, massacrés par les Byzantins qui les achèvent jusqu'au dernier ou les forcent à se noyer dans le Volturno en tentant d'échapper à la boucherie. Et ainsi disparaît Butilin et ses 30 000 francs en octobre 554, écrasés jusqu'au dernier ou presque, pour ne jamais revenir de l'autre côté des Alpes. Triste fin pour l'armée des Francs, dont les ambitions en Italie se noient dans les coteaux de Volturno, quasiment pour le bicentenaire de la bataille de Mursa. Victimes de leur excès de confiance après des décennies de succès contre des ennemis mal organisés ou mal commandés. Les hommes du Regnum doivent réaliser que face à des armées romaines issues du même moule qu'eux, leur soi-disant invincibilité n'est plus aussi garantie. Une bonne leçon que vont devoir méditer les rois francs dans leur palais en apprenant la catastrophe Butilin et Leutaris. Enfin, ceux qui seront encore là pour l'entendre. Parce qu'il n'y a pas que les deux frères Alamans qui rendent l'âme au milieu des années 50. En effet, la mort surprise d'un des trois rois va rebattre toutes les cartes du Regnum une nouvelle fois, en ce milieu du VIe siècle. Merci d'avoir écouté l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com. Et rendez-vous au prochain épisode.